Bonjour à tous et bienvenue sur le dernier Facebook Live de la semaine. Nous sommes aujourd'hui avec une experte en réputation de chez AXA France qui s'appelle Élodie Knockert. Bonjour Bonjour à Élodie. tous, bonjour. Et on va parler d'un sujet absolument passionnant. On va apprendre aujourd'hui, en gros, à développer son activité sur Internet. C'est un vaste programme. On va sans doute pas tout épuiser aujourd'hui, mais à mon avis, on aura pas mal de clés de réponse et surtout pas mal de clés d'entrée, peut-être, pour les entrepreneurs dont c'est pas du tout l'univers, peut-être des artisans, peut-être des entrepreneurs qui ne passent pas leur journée derrière un ordinateur, qui ne connaissent Internet que pour aller liker des photos de leurs amis sur Facebook. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir comment développer son activité, comment gérer sa Sa réputation. réputation, comment la protéger si besoin. Et je vais essayer de vous distiller plein de petits conseils pratiques pour que vous puissiez, que ça soit le plus pratico-pratique pour vous. Donc toi, Élodie, juste pour te présenter brièvement, Oui. tu es une experte en réputation chez AXA France. J'essaye, effectivement. Et ça consiste en quoi être experte en réputation? Être experte en réputation, ça consiste essentiellement à faire de la veille au quotidien sur le web, justement autour de notre marque, et développer tout un tas de stratégies pour se prémunir contre des attaques qu'on peut avoir, et aider du coup toutes les équipes qui peuvent être concernées par un risque de réputation dans l'entreprise, et faire en sorte que tout ça se passe bien au quotidien. Donc c'est une vraie thématique, hein, aussi bien pour les grandes entreprises comme AXA, Exactement. que pour les entreprises comme celles qu'on peut accompagner à l'ADI. Oui, bien sûr. Et si tu es là aujourd'hui, c'est aussi parce que AXA accompagne l'ADI sur ces thématiques-là. Exactement. Depuis un certain nombre d'années, AXA accompagne l'ADI pour des questions d'assurance. On a créé une assurance adaptée aux besoins des entrepreneurs qui sont financés par l'ADI. Et puis aussi, tu es là aujourd'hui parce que tu as travaillé avec des équipes de l'ADI sur le petit guide. Ce petit guide que je vous montre. Je vous le montrerai au début et je vous le montrerai à la fin. C'est un guide, je m'y prends très très mal. Alors attendez, j'y suis presque. Voilà. Donc c'est un petit guide qui permet de développer son activité. C'est ça, c'est pour chacune des parties vraiment le côté conseil et conseil opérationnel tout de suite pour toutes les thématiques qu'on va développer ensemble pendant ce live, mais que vous pourrez retrouver après dans ce petit livre avec les adresses utiles, les contacts et effectivement les objectifs à chaque fois. Donc c'est très bien, c'est très concret. Donc effectivement, tout un tas de pépites en termes de conseils pour votre activité. En effet, et ce guide il est gratuit, vous pouvez le trouver dans les antennes ADI et on mettra un lien pour que vous puissiez le trouver également en ligne sur le site de l'ADI, et puis surtout il sera médiatisé de façon plus importante à partir du mois de novembre. Donc restez connectés. Et dans ce petit livre, en tout cas, il y a 3 thématiques intéressantes qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a le fait d'être une petite entreprise, de développer son activité sur Internet, et puis sans danger, parce qu'il y a des dangers. Mais on va commencer déjà par voir est-ce que c'est important en fait pour tous les entrepreneurs d'être présents sur Internet? Pour les gens qui nous regardent, est-ce que c'est important pour tout le monde ou est-ce qu'on peut s'en passer aujourd'hui? Alors effectivement, être sur Internet pour juste dire je suis sur Internet, c'est vraiment le parti pris à ne pas prendre. Et effectivement, ce n'est pas forcément le premier conseil que je vous donnerais en tant qu'entrepreneur, micro-entrepreneur, d'aller forcément sur Internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, 92% de la population sont sur Internet tous les jours. Mais quand on débute dans son activité et quand justement on n'est pas encore très grand et qu'on a besoin de cibler des communautés très précises, bah voilà, Internet, c'est effectivement aujourd'hui un vecteur très important et ça, c'est une certitude, mais ce n'est pas forcément le plus adapté. Mais ça, c'est à voir du coup quand vous vous posez justement pour commencer votre stratégie digitale, comme on appelle ça, de voir les objectifs que vous mettez derrière et quelle cible vous voulez aller toucher. Qu'est-ce que vous voulez y faire en fait, tout simplement? Oui, c'est ça. Quand on est plombier, par exemple, quand tu dis qu'il y a 92% des gens qui sont sur Internet, on peut considérer qu'il y a tout le monde. Tout le monde est sur Internet. Quand on a une activité de proximité, est-ce que ça peut être intéressant? Quand on a une activité de plombier, par exemple, pour l'activité de plombier, effectivement, avoir un site Internet, c'est intéressant. Après, on ne va pas se le cacher, des plombiers, il y en a quand même beaucoup. Oui. Et donc après, ça va être comment ressortir de ce flot de sites Internet qui existent, parce que Google, vous le savez tous, référence les sites. Les 3/4 des gens ne vont pas à la 2e page de Google quand ils font des recherches. Donc déjà, l'objectif, c'est d'être dans la première page, c'est d'être bien visible dans la première page. Donc c'est là où, par exemple, pour une activité type plomberie ou artisanat, la page Facebook, du coup, peut être un biais tout aussi puissant et important. Parce que grâce à Facebook, en plus, vous irez toucher votre communauté proche. C'est-à-dire, quand je dis que votre communauté proche, c'est votre ville, c'est autour de votre ville. Enfin, du coup, c'est quand même
beaucoup plus précis que l'Internet au sens large et où effectivement on peut se noyer dans la masse là, d'informations qu'on y reçoit tous les jours. D'accord. Donc, il y a plusieurs manières d'être présent, Oui. que tu as commencé à Oui, que j'ai évoquer commencé. sur Internet. Donc, il y a avoir un site Internet, Exactement. être sur Facebook. Ouais. Il y en a d'autres? Du coup, effectivement, on va prendre les deux grandes catégories, les sites web et les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans ces deux biais. Le site web, je l'ai expliqué. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'un site web, à minima, on est aux alentours de 2 000 € pour quelques pages. Et un site web, ça demande quand même beaucoup d'investissement en termes de contenu, d'arborescence, de faire une page bien lisible, bien éditée. Et après, tout ce travail au niveau des référencements, du mot-clé et du contenu que vous allez mettre sur votre site. Et du contenu que vous allez devoir mettre tous les jours. C'est pas juste une fois et après, on n'y revient plus pendant 3 mois. Donc, effectivement, après, il y a tous les réseaux sociaux. Donc, peut-être que je pourrais les détailler ou maintenant. Au moins les citer. Ok. Donc effectivement, en numéro 1, bien sûr Facebook. Facebook, vous le savez, c'est 2,2 milliards de personnes qui l'utilisent dans le monde. Et donc effectivement, c'est hyper important. Sur Facebook, vous avez certainement tous, en tout cas beaucoup d'entre vous, un compte personnel. Mais il existe bien sûr ce qu'on appelle une page Facebook. Parce qu'effectivement, pour un entrepreneur, micro-entrepreneur, l'idée, c'est pas d'avoir 2 comptes. Parce que Facebook interdit ce genre de pratique. Et si vous capitalisez sur un deuxième compte propre, vous avez de grandes chances qu'un jour Facebook vous le ferme. Donc la différence, c'est le profil et la page. Oui. Le profil, c'est toi. Le profil, c'est moi, Elodie. J'ai un compte sur Facebook et j'ai mes amis, mes connaissances professionnelles ou ma famille. Et ta vie perso. Ma vie personnelle. En sachant que déjà sur ce profil-là, vous pouvez aussi faire des dispatchs pour pas que tout le monde voit tout. Mais ça, on y reviendra sûrement après. Et effectivement, vous avez la page, ce qu'ont presque chaque entreprise aujourd'hui en France. La page où vous poussez du coup des informations sur votre effectivement entreprise, vous poussez vos contenus. Et là, du coup, il n'y a pas d'interaction entre votre profil personnel et votre page. C'est juste en termes de création, c'est-à-dire que vous avez besoin de votre profil pour créer votre page, mais après, elle s'anime de façon indépendante. Et la page, effectivement, vous permet après d'aller cibler une communauté propre. Après, il ne faut pas se le cacher, sur Facebook, pour être visible, souvent, il faut passer par de la pub payante. D'accord, ça c'est payant, donc tout le reste est gratuit. La page est gratuite, créer sa page c'est gratuit, faire vivre sa page c'est gratuit, mais c'est vrai que pour émerger pareil dans le flot de pages qui existe sur Facebook, généralement il faut passer par du contenu payant. Alors payant c'est pareil, tout est relatif, c'est-à-dire que en moyenne pour toucher, parce qu'aujourd'hui Facebook a un ciblage très important quand vous voulez faire une publication, c'est-à-dire que demain je vais publier quelque chose sur AXA, je vais pouvoir aller chercher qui je veux cibler en France, c'est-à-dire quelle région. Je vais pouvoir aller cibler la ville, je vais pouvoir aller cibler les centres d'intérêt. Même si RGPD est passé par là et qu'aujourd'hui il y a des choses qui ont changé, c'est toujours une des grandes forces de frappe de Facebook. Donc effectivement, l'idée c'est que vous faites ce post-là et en termes de prix, pour toucher à peu près 1000 personnes, ça coûte 3 €. Donc on peut se dire 3 € c'est pas beaucoup, mais c'est 3 € que vous allez devoir remettre aussi assez souvent. Mais après, c'est vrai que déjà, quand on commence à sponsoriser quelques publications comme ça, déjà 1000 personnes, ça peut être très bien pour votre activité. Bien sûr. Si elles sont qualifiées. Exactement. Comme c'est des contenus qualifiés, du coup, l'impact est plus important. Donc, Facebook, il a une vraie force de frappe là-dessus. Il peut aussi également servir, alors nous, c'est comme ça qu'on l'utilise chez AXA aussi, comme SAV client. Parce que c'est les deux, Facebook et Twitter, c'est les deux réseaux privilégiés par nos clients en général pour faire du SAV. Donc, il y a aussi ce biais-là pour les réclamations. Exactement. Donc, Facebook, c'est entre guillemets numéro 1 justement quand vous êtes un artisan, que vous avez besoin de lancer effectivement votre page sans forcément avoir de site web derrière. Et sans forcément un gros budget, c'est ce que... Sans forcément un gros budget. Je salue Denis, bonjour Denis, et puis je salue aussi Jérémy, qui je pense a invité son ami Mickaël. Donc Mickaël, si tu nous as rejoint, bonjour à toi également. Et Jérémy nous dit que la pub payante, la pub est certes payante, mais il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, c'est ce que tu disais. C'est ce que je disais, 1000 personnes, 3 €. Le ratio est quand même intéressant et ça, c'est pas forcément à faire tous les jours et sur toutes vos publications. C'est vraiment quand vous voulez faire un push sur quelque chose de vraiment spécifique. Oui, là, il a une question assez spécifique. Alors, je pense qu'on en rentrera dans les détails un peu plus tard, mais Jérémy demande quoi de mieux à sponsoriser, j'imagine. En tout cas, en publicité, plutôt un post ou plutôt une vidéo. Non, on va pas se le cacher, c'est vrai que la vidéo fonctionne très très bien. Voilà. Après, juste le parti pris, c'est qu'il faut que la vidéo, elle soit quand même qualitative. C'est-à-dire qu'il y ait quand même une qualité d'image. Pas trop bidouillé, pas trop... Non, pas trop fait maison. Bien que sur YouTube, on le voit, le fait maison, ça marche très très bien. Mais effectivement, il faut qu'elle soit quand même un peu quali.
Voilà, donc j'espère, Jérémy, bienvenue en tout cas sur ce live, que ça répond à ta question. Donc ça demande quand même un petit investissement en tout cas en vidéo, en temps, en savoir-faire, peut-être passer par un prestataire pour faire quelque chose de joli. Effectivement, c'est possible ça peut aussi être le cas. Donc on a vu qu'on a le site internet. On a effectivement le site internet. Mais bon, 2 000 € à peu près de budget minimum quand on fait quelque chose en passant par un prestat ou un peu en passant par un prestat. Après, vous avez des sites effectivement qui sont gratuits. Mais c'est toujours le même biais, c'est que vous pouvez créer votre site gratuitement et après il faudra le faire vivre et être visible. Donc après tout est une question effectivement d'objectif et aussi de votre maturité sur le sujet de votre présence digitale. Oui. Peut-être commencer du coup un peu plus petit. Quand je dis un peu plus petit, ça peut quand même avoir une grosse visibilité externe, mais ce serait justement 1 ou 2 réseaux sociaux. Pourquoi pas le blog aussi, parce que c'est aussi quelque chose de très intéressant. C'est quoi la différence entre un blog et un site internet pour les gens, encore une fois, qui ne sont pas derrière un ordi toute la journée? On peut dire que la grande différence, c'est qu'effectivement, le blog, vous touchez un sujet généralement particulier, c'est-à-dire que vous allez aller suivre un blog mode, un blog créatrice, un blog sur une passion particulière. Et surtout, la grande force des blogs, c'est l'interaction. C'est parce qu'elles écrivent tous les jours, c'est ça? C'est généralement, elles écrivent classé par jour, c'est ça? En fait, il y a de tout. Vous pouvez classer par jour, par mois ou par semaine. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est alimenté quand même très régulièrement. Et il y a des blogs qui sont autant vus que des sites web. Enfin, vraiment, en termes de visibilité, c'est aussi très important. L'interaction. Parce que c'est vrai que le site internet, on le voit beaucoup pour tout ce qui est justement site de vente de produits en ligne. Catalogue un peu. Catalogue, plaquettes, boutique, catalogue. Voilà, exactement. Et pour les grandes entreprises, là, on bascule dans le site corporate et dans le site beaucoup plus qui met en avant du coup la valeur de la marque, qu'est-ce qu'on y fait, comment on peut être recruté par cette entreprise. Donc c'est vrai que le blog peut être aussi intéressant et cette interaction qui est très importante sur le blog. Et ça, les espaces dans lesquels on peut faire des blogs, c'est en général gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais il faut avoir une discipline, du coup, de production. C'est vrai qu'en termes de production de contenu, il faut quand même s'astreindre à un minimum 1 ou 2 publications par semaine. Et ça, c'est valable aussi sur tous les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment un minimum sur les réseaux sociaux. Autant le blog, justement, on peut se satisfaire d'avoir 1 ou 2 publications par semaine parce que généralement, c'est des grands articles, donc ça demande plus de temps et la communauté le comprend très très bien. Autant sur Twitter ou Facebook, c'est vrai que c'est intéressant de poster, pas tous les 2 jours, mais presque. Après, il faut avoir des choses à dire. Je ne dis pas qu'il faut poster pour poster. Il faut effectivement dire des choses qui sont en lien avec les cibles, en lien avec vos thématiques, pour ne pas perdre justement votre communauté dans le fil de l'eau. Parce qu'avoir aussi plusieurs réseaux sociaux, ça veut dire animer plusieurs communautés différentes. Parce qu'on n'a pas les mêmes personnes sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Bah justement, donc on a vu Facebook. On a vu Facebook. Et donc c'est qui les gens sur Facebook? Les gens sur Facebook, du coup, c'est beaucoup... c'est toi et moi, c'est nous au quotidien. Il n'y a pas de spécificité directe sur Facebook exactement, c'est-à-dire que vous retrouvez toutes les populations. Après, sur Facebook, on est surtout du coup dans le réseau effectivement encore familial et le réseau du coup surtout des artisans. Les artisans, donc ça peut être intéressant d'être sur Facebook. Oui, sur les pages justement. Moi au quotidien, je vois des pages Facebook de tous les artisans qui sont autour de chez moi et du coup c'est quand même hyper intéressant pour eux. Et donc intéressant pour un artisan peut-être de faire un petit peu de pub ciblée sur les gens qui vivent dans sa zone géographique, dans son département par exemple. Pour proposer ses services, pour faire part d'une promotion quand, je sais pas l'exemple qui vient tout de suite, mais quand on a effectivement une promotion à faire valoir ou une offre flash ou des choses comme ça. Nous, c'est ce que nos agents généraux utilisent beaucoup. Parce que chez AXA, bien sûr, on est une société d'assurance, on a des agents généraux et presque tous nos agents généraux ont des pages Facebook. Parce qu'on est sur le réseau de la proximité. On fait marcher en fait le réseau que vous avez en proche. Et le réseau recommande au réseau, etc. etc. Et c'est un peu la force quand même des entrepreneurs, en tout cas qu'on accompagne avec l'ADI. Il y a quand même souvent une implantation territoriale et enfin, la proximité, c'est quand même quelque chose, c'est un avantage de pouvoir répondre aux gens qui sont près de chez soi. Donc ça, c'est une bonne indication. Et puis les autres réseaux sociaux, c'est très quoi? On a effectivement après du coup Twitter, parce que Twitter c'est aussi très important. C'est 300 millions de personnes en France. C'est quand même pas négligeable. On ne se le dit pas souvent. Après Twitter, c'est beaucoup plus le réseau où vous allez y aller par centre d'intérêt. Ah bon, parce qu'on a l'impression qu'il y a Trump et les politiciens en fait sur Twitter. Enfin, c'est l'idée qu'on se fait quand on... C'est vrai que c'est très élitiste entre guillemets. C'est-à-dire que quand vous allez arriver dessus en première intention, vous allez voir tout ce qui est médias, tout ce qui est politique, tout ce qui est grandes institutions. Mais après, vous avez toutes les micro-communautés
les small words autour de votre zone de centre d'intérêt. Par exemple, moi, mes centres d'intérêt, ça va être tout ce qui touche à la réputation, l'irréputation, la gestion de crise, par exemple. C'est un peu mes dadas. Du coup, ma communauté Twitter, ça va être ma communauté qui ressemble à mes centres d'intérêt. Je vais aller ajouter des gens pour ça. À noter que sur Twitter, tout est public. Parce que la raison d'être de Twitter, c'est que tout est public. Sur Facebook, quand vous êtes sur votre profil, vous pouvez choisir que tout ne soit pas public. Et je vous conseille fortement, en effet, à jouer avec vos paramètres pour que ça soit non visible et caché pour protéger votre réputation, justement. Les soirées les soirées avec les copains arrosés, ça, on les garde dans notre réseau d'amis et on essaye de pas le laisser en public. C'est vrai que Twitter, donc tout est public et c'est souvent, on va se retrouver par communauté, effectivement, avec ces fameux hashtags sur toutes les communautés qui existent. Donc, c'est vrai que du coup, pour un micro-entrepreneur, pour justement booster son activité, c'est pas forcément le réseau privilégié. D'accord. Parce qu'on est sur cette zone de communauté et par exemple, si on prend l'exemple de la plomberie, on aura le hashtag plombier, mais c'est pas ça qui va faire que vous ressortirez du lot forcément. Ce qui peut être par contre très intéressant du coup pour cette catégorie, c'est LinkedIn. Parce que LinkedIn, c'est le réseau professionnel numéro 1. C'est 16 millions en France. Et là, du coup, sur LinkedIn, vous avez tout un aspect, pareil, vous créez votre profil LinkedIn, du coup, au nom de votre activité, ou alors à votre propre nom, mais exerçant cette activité. Et là, pareil, vous pouvez aller démarcher des clients, trouver des fournisseurs. Et LinkedIn, pour le coup, c'est vraiment très utilisé. Enfin, nous, on est au quotidien dessus. Moi, je suis au quotidien dessus et ça me sert tous les jours dans mon activité parce que du fait que ce soit professionnel, déjà, il n'y a pas de profil caché, il n'y a pas de profil anonyme. Et c'est une proximité, c'est-à-dire que moi, sur mes centres d'intérêt, je vais aller voir, par exemple, j'ai une question, je ne sais pas moi, je me pose la question de la stratégie digitale de Carrefour. Je vais aller ajouter sur LinkedIn les personnes travaillant sur le sujet et on va pouvoir échanger, du coup, sur ces sujets-là. Parce que sur LinkedIn, on peut mettre ses compétences et on peut aussi avoir des avis, des recommandations. Exactement. Voilà. Donc, c'est vrai que pour un artisan, pour un entrepreneur, c'est quand même intéressant aussi en termes d'interaction avec son public. Très bien. Et donc ça, c'est les principaux. Il y en a peut-être un ou deux autres. On a Snapchat aussi. Alors, Snapchat, c'est surtout utilisé par la jeune génération. Mais c'est vrai que nous, en tant que grande entreprise, on a un réseau et un canal Snapchat. Et c'est vrai que Snapchat, c'est effectivement beaucoup pour rajeunir son image. Avec les stories, justement, ça permet de créer des petits événements un peu en coulisses, en off de la grande entreprise par laquelle on est représenté tout le temps. Donc, c'est vrai qu'après, on peut aujourd'hui faire du commerce sur Snapchat, c'est-à-dire que vous avez de la publicité, vous pouvez faire de la publicité pour votre entreprise. Mais là, c'est pareil, ce ne serait pas le réseau privilégié. Par contre, on a Instagram. Ah voilà, j'allais poser la question. Parce que Snapchat, c'est assez éphémère comme contenu. C'est du contenu éphémère. C'est pareil, si vous voulez être visible par un grand nombre d'utilisateurs, il va falloir passer par du contenu pub et du coup, un peu plus payant forcément. D'accord. Donc, c'est un autre engagement en termes de stratégie. Par contre, Instagram, là, on est typiquement dans le réseau idéal quand vous êtes une créatrice de bijoux, une créatrice de mode, un architecte, du visuel, tout ce qui est visuel. Et ce fameux adage qui dit qu'une photo vaut mieux que 1000 mots, on est complètement là-dedans quand on utilise Instagram. Et effectivement, par contre, toujours avoir des photos un peu quali. Mais Instagram, c'est vraiment une vitrine justement pour tous vos produits quand vous vous lancez, parce que pareil, c'est 58 fois plus d'engagement que Facebook en termes de visibilité. Donc on a plus d'impact sur Instagram que sur Facebook. Exactement. Les gens sont plus là pour ça. Entre guillemets, si vous aurez de l'impact sur Facebook si vous payez votre post, ça c'est sûr. Mais comme ça, en propre, quand vous allez faire 2 publications, généralement, elle sera beaucoup plus vue sur Instagram que sur Facebook pour le même post. D'accord. Et du coup, je rebondis sur une question de Julia, parce qu'il y a des questions qui commencent à arriver. Et donc là, on a vu tout un panel en fait, de réseaux sociaux, de types de visibilité sur Internet. Et Julia nous demande quel réseau social préconiser pour que son gîte, par exemple, ait la meilleure visibilité. Dans tous ceux qu'on a vus, ou peut-être un autre qu'on n'a pas évoqué, ça pourrait être quoi pour son gîte Facebook? Moi, j'irais sur du Facebook. Après, il y a quand même aussi le site web pour tout ce qui est gîte, parce que j'imagine que pour votre activité, du coup, vous n'allez pas seulement viser la proximité de votre gîte, mais vous allez vouloir aller plus loin. Après, on aura aussi tout ce qui est marketplace, mais là, ça demande quand même un peu plus de... On n'en a pas parlé de marketplace. Qu'est-ce que c'est une marketplace par rapport à un site? Alors, on va préciser, on en a parlé hier, si vous étiez là hier, parce qu'on recevait Afi Thiam, qui a créé une marketplace, mais on va repréciser avec une experte la différence entre ces deux univers. La marketplace, du coup, vous vendez en direct à vos clients.
Donc c'est, on va dire ça, la grande différence. Mais c'est vrai que pour un gîte, il me semble pas que ce soit Non. la meilleure possibilité. Non, effectivement, investir dans un petit site web, parce que vous allez quand même avoir besoin de visibilité au-delà de vos frontières, et la page Facebook toujours. Parce qu'on on va essayer de faire marcher ce bouche à oreille de mon réseau rencontre son réseau et on avance comme ça. On a plein de questions, du coup je rebondis sur les questions. Merci beaucoup Léodie pour ta réponse. On a une question d'Ariane. Bonjour, dans le cadre d'un e-shop, si je choisis d'y intégrer un blog, combien d'articles dois-je publier par semaine ou par mois? Alors par semaine, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, 2-3 c'est très bien. Après, tout va dépendre de la longueur des articles et des posts que vous faites. Mais sur le blog, généralement, c'est des plus longs articles. Après, il n'y a vraiment pas de code vraiment spécifique, hein. C'est vraiment vous, comment vous le sentez aussi. Par contre, si vous vous mettez effectivement à publier presque tous les jours et qu'à un moment donné, vous avez un creux, il faut aussi prévoir ça. Parce que si un creux arrive, du coup, la communauté ne va pas forcément comprendre pourquoi tout d'un coup, cette semaine, il n'y a pas de publication. Donc, je trouve que 2-3 par semaine, c'est un bon rythme et ça vous permet justement de ne pas être sous l'eau et de pouvoir bien anticiper du coup ce que vous avez besoin de faire en termes de contenu. Et après, la deuxième partie, c'était ça. Oui, après, il y a publié par semaine ou par mois. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a Nicolas qui demandait sur Facebook, c'est le même rythme que sur le blog ou c'est un petit peu plus soutenu ou... C'est ce que je disais du coup effectivement tout à l'heure. Sur le blog, on va très bien comprendre que ça soit plus espacé parce que c'est plus long. Sur Facebook et Twitter, alors Twitter, on est vraiment dans le réseau de l'immédiateté. Donc un tweet, ça a une durée de visibilité de 6 heures. Donc vous voyez, pour réalimenter à chaque fois ce qu'on appelle la timeline, c'est-à-dire l'historique de conversation et réapparaître dans ce flux, il faut quand même être très souvent là. Donc, du coup, Twitter et Facebook, là, effectivement, ça peut être du quotidien ou beaucoup plus. Et dans tout cet univers, donc on voit bien maintenant un peu où il faut être en fonction de son activité. Comment on fait pour se démarquer? Par rapport à la concurrence ou sortir du lot. Exactement, je suis plombier, qu'est-ce qui fait qu'on va venir me voir moi? C'est tout l'enjeu, effectivement, d'être présent partout. Parce que, alors vous l'aurez bien compris, mon parti pris, c'est plutôt de dire de ne pas être présent partout, mais de cibler. Il ne faut pas être présent partout? Non, non, effectivement, moi, ce n'est pas un conseil que je donne. Pourquoi? Parce que chaque réseau social a sa propre spécificité et que se dire qu'un contenu peut autant vivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, c'est vrai et faux à la fois. C'est-à-dire que vous pourrez le faire et il n'y a pas d'incidence, personne ne viendra vous dire que c'est pas bien et qu'il ne faut pas le faire. C'est juste que vous ne vous adressez pas de la même façon sur ces 3 réseaux sociaux. Donc vraiment, mon conseil, c'est de se dire avant de se lancer là-dessus, c'est de se dire qu'on doit du coup voir ses objectifs, voir sa stratégie, quelle audience on veut cibler, qu'est-ce qu'on veut faire, et après choisir en fonction de ça. Et donc ça sera peut-être seulement Facebook, peut-être pas de site et seulement Facebook exclusivement pour commencer, mais c'est aussi commencer pas à pas, parce que ça vous permettra de vous faire la main. Et une fois que vous en tirez très à l'aise avec justement ce mode de communication réseaux sociaux, vous pourrez peut-être penser à ouvrir à d'autres. Et puis après, vous aurez tellement de succès que peut-être justement, vous aurez besoin d'ouvrir à d'autres canaux. Mais effectivement, mon conseil, c'est pas d'être présent partout, c'est de choisir effectivement en fonction de vos communautés. Et donc après, pour revenir au fait de se démarquer, justement, quand vous faites ce petit audit de présence digitale, c'est-à-dire où je veux être, quels sont mes objectifs, c'est aussi de voir qui vous voulez toucher. Est-ce que votre objectif, c'est de vous faire connaître? Est-ce que votre objectif, c'est de vendre des produits? Et si c'est effectivement, si vous êtes sur un secteur très concurrentiel, c'est d'aller voir ce que fait la concurrence et essayer de se démarquer. Alors c'est toujours, voilà, comment se démarquer. C'est vrai que c'est hyper subjectif parce que c'est dur de se démarquer dans tout ça. Qu'est-ce qui va permettre de montrer que je suis un plombier plus compétent, plus sympa peut-être, je ne sais pas. Ouais, ça va être justement le ton que vous allez mettre dans vos publications. Le ton. Parce que quand vous êtes sur ces différents réseaux, il y a beaucoup ça. Sur quelle tonalité je m'adresse à ma cible? Est-ce que je suis très friendly, là on est plutôt sur du Snapchat? Est-ce que je suis très commerciale et on va être plutôt sur effectivement Facebook, LinkedIn? Parce que c'est ça qu'on va aller chercher derrière. Mais pour le plombier, moi ce que j'aimerais bien voir, je ne sais pas, sur un site de plombier, c'est peut-être justement, je sais pas, c'est voir peut-être le plombier en train de faire son activité. Donc peut-être une petite vidéo de, voilà, mon activité. C'est peut-être une petite vidéo qui présenterait l'entreprise en tant que telle, c'est-à-dire on est 3 à bosser, qui sont ces 3 personnes. C'est quelque chose qui crée de la proximité, qui va me créer un attachement. Et je me dis, dans 10 plombiers, je vais choisir celui-ci parce que je sens qu'il y a quelque chose de particulier. Donc ça veut dire que dans cet univers qui peut sembler virtuel, ce que tu préconises, c'est de créer un sentiment de proximité, quelque chose d'assez réel. Oui. Ça peut être un... Alors je ne vous le cache pas, effectivement, dit comme ça, c'est très facile, hein, mais c'est beaucoup plus dur, effectivement, si on doit vraiment s'y mettre. Mais c'est ça qui marche beaucoup aujourd'hui. Et nous, on le voit, alors là, on sort un peu de la thématique, mais
on le voit nous en termes d'entreprise. Aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément confiance dans une entreprise. Ça se voit dans beaucoup de classements. En gros, c'est pas parce que AXA va dire quelque chose que les gens vont nous croire. Aujourd'hui, ce que les gens vont croire, c'est les gens qui parlent d'AXA en disant du bien. Oui, et que ce soit les clients ou peut-être les salariés, celui qui va nous accompagner dans une problématique d'assurance, de prévention. Exactement. Oui. Et qui viendra du coup faire des conseils pour vous. Et après, nous, chez AXA, on a en plus une particularité, c'est qu'on a une association qui s'appelle AXA Prévention. Et AXA Prévention, ça nous permet justement de créer ce lien avec notre public, parce que AXA Prévention est une association, donc est autonome, même si elle porte le nom AXA. Et justement, elle agit pour être au plus proche de nos audiences aussi. Et concrètement, c'est une autre approche du coup. Vous le faites comment? Vous montrez les personnes qui sont impliquées dans l'association? En fait, c'est leurs actions surtout qui parlent pour elles, parce que AXA Prévention est présent dans toute la France. Et elle a pour objet du coup de prévenir les personnes sur tous les risques qui peuvent leur arriver, donc autant les risques de la vie quotidienne, les risques routiers bien sûr, et aujourd'hui les risques numériques, avec le petit guide justement qu'on a montré en début de live. Parce qu'il y a des risques à être présent sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Sur Internet. Oui. Et c'est quoi ces risques? Alors les plus importants, alors là c'est le côté un peu justement danger et attention, mais c'est vraiment effectivement tout ce qui est usurpation d'identité, parce que justement être présent sur les réseaux sociaux, c'est effectivement s'exposer. Pour ça, je disais que tout à l'heure, les paramètres de confidentialité sont très importants, parce que justement sur Facebook, vous n'allez pas forcément dire sur votre page Facebook que vous partez en vacances de telle date à telle date, que vous vous appelez Pierre Dupont, que vous êtes né à Brest le tel jour de telle année, parce que ça, c'est d'autant plus facile après pour quelqu'un de mal intentionné d'aller récupérer vos infos et d'usurper votre identité. Et donc, ça veut dire que quelqu'un peut aussi créer une page avec le nom de ma marque, etc. Photo, oui, exactement. Et d'accord. Et ça, du coup, les réseaux sociaux, maintenant, ont vraiment mis beaucoup de pare-feu à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, nous, on le fait au quotidien chez AXA. Il y a beaucoup de pages qui se créent au nom de nos dirigeants. Et donc, en fait, quand vous signalez le post et que vous prouvez qu'effectivement, la page a été usurpée de votre identité, du coup, ils enlèvent bien sûr la page et il n'y a pas de souci. Par contre, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ça arrive. Ça arrive, d'accord. Je dirais, oui, ça arrive, parce qu'effectivement, il y a des gens mal intentionnés, mais l'usurpation d'identité, quand, entre guillemets, elle s'arrête au profil Facebook, j'ai envie de vous dire que c'est pas très, très grave, parce que ça rentre assez vite dans le lot. Ce qui est grave dans l'usurpation d'identité, c'est que ça va beaucoup plus loin. Quand la personne arrive à récupérer plusieurs infos sur vous, ça va jusqu'à une usurpation d'identité réelle dans votre vie de tous les jours. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir gain de cause. Et on a déjà entendu plein d'histoires effectivement là-dessus qui font quand même très très peur. Et si par exemple un entrepreneur crée sa page et qu'une autre page se crée avec un nom équivalent et se fait passer pour cette entreprise, quels sont les recours? Il a des recours du coup sur le réseau social en tant que tel. C'est-à-dire qu'il va pouvoir signaler à Facebook que cette page usurpe son identité et donc prouver que lui est arrivé avant et que du coup cette page n'a rien à faire là. Ou sinon après on a des voies aussi en contactant Facebook directement, c'est-à-dire les webmasters des sites, pour dire là ce contenu usurpe mon identité, ou alors même ce contenu est diffamant, parce que au-delà de l'usurpation d'identité, on a aussi tout ce qui est diffamation, injure, qui peut vous arriver sur un réseau social. Oui, c'est une question de Julia. Elle demande qu'est-ce qu'on fait face à des avis mensongers sur Facebook? Oui. Quelle position devons-nous prendre? Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit répondre? Est-ce qu'on doit dire non, mais c'est pas du tout vrai, c'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi? Enfin, on peut être tenté, quand même. Bien sûr. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas du tout? Moi, mon premier conseil, ce serait de signaler la publication en question. C'est-à-dire, effectivement, vous voyez un commentaire, une publication qui vous cite ou qui cite votre marque. C'est la signaler aux équipes Facebook. Pareil, ils prennent la main, etc. Après, sur y répondre en tant que tel, alors quand un contenu est mensonger, pourquoi pas, mais vous allez tomber dans le travers de non, c'est pas vrai ce que vous dites, et du coup, il y a deux voix dissonantes qui se parlent, et en fait, t'y croire finalement. Par contre, quand on est sur un contenu diffamant ou injurieux, pareil, l'idée c'est que vous pouvez répondre, mais généralement, la personne qui vient vous insulter, en fait, n'a pas envie de dialoguer avec vous. Elle vous a juste insulté, et pour elle, c'est terminé, et on passe à autre chose. Donc, c'est pareil, le signalement. Et après, vous avez des recours, effectivement, à l'amiable. C'est ça que j'indiquais par rapport au fait de contacter, du coup, les personnes du site. Et après, judiciaire quand ça va trop loin et qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui est en train de se passer. Ça, c'est vraiment quand il y a de la diffamation, c'est-à-dire quelque chose qui est totalement faux. Oui. Mais un risque qui existe aussi beaucoup sur Internet, c'est tout simplement quelqu'un qui donne un mauvais avis, qui dit « je suis allé manger dans ce resto et c'était pas bon ». Exactement. Ce qui est négatif. Alors ça, on ne peut pas lui dire que c'est pas vrai. Enfin, on peut avoir son avis en tant que restaurateur et dire « si, moi, j'ai préparé quelque chose de bon ». On peut le dire, mais c'est pareil. C'est un avis qui est négatif. Et du coup, effectivement, ça peut, sur une page sur laquelle
on a mis la photo de ses plats, ça peut nous ruiner. Bien sûr. Notre page, elle est là pour nous promouvoir. Comment on fait pour gérer ça? Ce monsieur qui n'est pas content et qui n'a pas aimé mon plat. Je fais quoi? Je lui dis si qu'il était très bon. Je supprime? Non, et puis en plus, il y a aussi tout le côté qu'on ne se dit pas forcément, mais l'impact psychologique en fait, de ces mauvais avis. Oui. Parce que c'est beaucoup ça. En fait, on le prend vraiment personnellement. Mais et bien on sûr. se dit, surtout pour un restaurateur, effectivement, j'ai fait quelque chose de pas bon. Enfin voilà, après, il y a différents partis pris. Mais... Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est un avis négatif. Effectivement, le premier conseil, c'est d'y répondre. Surtout, on y répond en utilisant un ton hyper neutre, hyper aimable, et pas du tout répondre en réponse au ton de l'avis qu'on a reçu. Donc, d'essayer de renouer le contact avec ce client. Sur tout ce qui est restauration, généralement, c'est vrai que c'est un peu délicat, c'est-à-dire qu'ils vont mettre cette publication et puis après, ils ne vont pas revenir dire quoi que ce soit, en fait, c'était bon ou en fait, j'ai menti. Donc, c'est d'y répondre déjà, parce que ça prouve à votre communauté que vous êtes présent, que vous prenez ces avis clients en compte, même les mauvais, et que du coup, il y a une proximité aussi qui va se créer avec le reste de vos clients. D'y répondre, et effectivement, après, du coup, si on tombe dans l'avis, parce que l'avis négatif, il peut être aussi diffamant injurieux, bah là, c'est un autre vecteur. Et y répondre pour recréer le lien. Et sinon, après, vous avez, si par exemple, vous avez plusieurs avis négatifs, l'idée aussi, c'est pourquoi pas mobiliser votre communauté pour poster des avis positifs. Et montrer que, parce que c'est quand même après, c'est très vrai de dire aussi que quand quelque chose se passe bien, même si aujourd'hui on est habitué à donner nos avis, quand on a une bonne expérience avec quelque chose, on ne le dit pas forcément. Donc c'est là, du coup, mobiliser votre communauté, donc vous sachez qu'elle existe, pour aller mettre du coup des avis positifs et ainsi faire redescendre les avis négatifs. Donc ça peut être un réflexe à développer quand on fait une vente, par exemple, de dire, bah, écoutez, si ça vous plaît, exactement. Allez dire que ça vous a plu. Ou peut-être se faire prendre en photo avec un produit. Encore plus sympa. Encore plus sympa, le petit selfie dans effectivement l'entreprise dans laquelle j'ai acheté mon produit et mettre un petit avis sympa sur Google dessus. Oui, bien sûr. D'accord. Donc ce risque-là, au final, il ne faut pas supprimer. Parce que moi, au départ, j'aurais pensé que peut-être qu'il fallait... les avis négatifs. Alors, diffamation et injure, c'est différent parce qu'on est vraiment sur un vecteur juridique en tant que tel et c'est vraiment puni par la loi. Mais sur les avis négatifs, non, effectivement, le premier réflexe, c'est pas de chercher à le supprimer. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut se voir, c'est-à-dire que votre communauté, elle n'est pas aveugle. Hein. Si un avis négatif a été posté, elle va pouvoir voir que du jour au lendemain, l'avis a disparu. Et ensuite, parce que les avis négatifs vont revenir. Je veux dire, c'est un lot commun finalement, parce que vous aurez toujours des gens mécontents de vos produits, de votre façon de cuisiner ou de la réparation que vous avez fait chez eux. Donc, c'est pas qu'il faut vivre avec, mais un peu quand même. Et moi, je trouve qu'un avis négatif pour 25 positifs, bah du coup, c'est quand même, on peut relativiser un peu. Ça relativise. Et surtout, essayer de se détacher de ça. Parce que c'est l'attaque personnelle qu'on prend, parce que surtout quand on a créé son entreprise et qu'on a une proximité avec tout ça, parce que c'est un peu notre bébé, forcément, on va se sentir attaqué personnellement, et de prendre un peu de distance et de se dire que, effectivement, il y a toujours des mécontents, mais effectivement, ne pas chercher à le supprimer. En tout cas, moi, c'est pas le conseil que je donnerais. En tout cas, ça demande du temps de gérer ça. Parce que quand on parle de commentaires, alors il y a un risque. Ça veut dire qu'il faut faire quoi? Il faut tout le temps vérifier à quel rythme il faut aller c'est pour ça aussi que je disais que quand on débute et qu'on n'a pas forcément l'habitude de tous ces usages-là, c'est bien de se focaliser que sur un site web ou un réseau social ou seulement un réseau social parce que ça demande du temps. Ça va vous demander du temps en termes de création de contenu, c'est-à-dire aller chercher du coup les articles sur la thématique qui vous concerne ou vos produits et faire quelque chose d'intéressant. Et du temps aussi pour vous référencer, pour chercher vos posts, etc. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'une équipe pour faire ça. Vous pouvez très bien le faire tout seul, mais il faut quand même regarder ces notifications très souvent et quand même répondre dans un délai raisonnable. Alors qu'est-ce qu'on appelle délai raisonnable? Oui, c'est quoi? On va répondre plus vite sur Twitter et Facebook parce que c'est vraiment des réseaux de l'immédiateté et de l'instantanéité. Oui, quand je dis plus vite, c'est pas à la seconde, mais il faut quand même répondre dans la demi-journée quand même, c'est mieux. Après, sur un blog, c'est pas la même chose. Sur les blogs et les forums, on est plutôt sur un cadre de 12 heures, 24 heures. C'est pas dérangeant parce qu'on est sur des thématiques un peu plus poussées. Sur les pages Facebook, récemment, j'ai vu que, effectivement, quand on va sur une page, on écrit dans quel délai répond la page. Oui, donc ça aussi, c'est un élément de réputation. Oui, exactement. Parce qu'une page, en fait, qui ne vit pas, c'est-à-dire vous répondez jamais à vos publications, le rebond, c'est que votre communauté va se désintéresser de votre page. Et là, pour vous, du coup, ça peut être une perte de chiffre d'affaires au final, en fait. Donc, ça peut être un début de réponse pour Julia qui demande sur combien de réseaux maximum il faut être. Ça, c'est autant que vous pourrez en gérer. Mais surtout, effectivement, mon conseil, c'est pour débuter, 1 ou 2, c'est très bien. Et c'est largement suffisant déjà pour commencer.
quand vous aurez pris le pli et que vous arriverez du coup à bien les gérer, bah, c'est se lancer comme ça pas à pas. Mais pas être partout pour juste y être. C'est vraiment ça le conseil essentiel. Donc, commencer par le plus pertinent par rapport à Par sa rapport à cible. sa cible, quand vous faites votre stratégie. Et ensuite, à en avoir un supplémentaire, type justement, quand vous avez votre page Facebook, peut-être compléter avec de l'Instagram quand vous avez le côté visuel, ou alors le LinkedIn ou le Twitter si vous voulez développer votre expertise sur une communauté propre. Et commencer peut-être par les moins chers. C'est quoi les gammes de prix? Donc, tu disais, c'est vraiment pas très cher sur Facebook, 1000 personnes ciblées avec 3 euros. Oui. Et le prix des autres Les autres, ils marchent vraiment sur l'engagement en tant que tel. C'est-à-dire que Twitter, on peut effectivement publier des posts payants sur Twitter, mais le grand public, généralement, ne le fait pas parce que c'est pas déjà leur objectif quand ils sont sur Twitter. Et nous, en tant que marque, bien sûr, on fait des posts sponsorisés, c'est comme ça qu'on les appelle sur Twitter. Mais le grand public peut le faire aussi. Après, j'ai un doute sur la pertinence du coup de toucher sa cible. Même s'ils ont aussi des critères assez ciblés, c'est beaucoup moins que Facebook. Et Instagram, ça vit vraiment par l'engagement des communautés en question. Donc, on revient encore sur la qualité de ce contenu, la fréquence de ce contenu. Et la fréquence de publication, et le fait d'adhérer à cette communauté et de la fidéliser après. Et donc, si on a de l'argent à mettre, donc peut-être le mettre plutôt sur Facebook. Est-ce que Google aussi, ça peut être intéressant? Et comment ça fonctionne? Oui. Sur Google, du coup, ce qui peut être intéressant effectivement pour sortir du lot, c'est ce qu'on appelle la petite page, enfin le petit encart Google My Business. C'est, vous savez, quand vous tapez sur Google, justement, plomberie ou restaurant, vous allez en avoir certains qui vont remonter en haut à droite de votre écran. Et ces sites-là, du coup, ont demandé à avoir du coup une page Google My Business. Vous allez sur Google, vous tapez Google My Business, vous allez tomber sur la page en question et vous pouvez créer cet encart. À quoi ça sert? C'est justement à ressortir de cette masse de liens référencés et d'avoir justement l'emplacement de votre restaurant ou de votre entreprise, vos coordonnées pour arriver à vous contacter, vos horaires d'ouverture notamment, et ces fameux avis qu'on va retrouver encore ici. Parce que du coup, sur Google, faites le test avec n'importe quelle population, n'importe quel type de profession, vous allez avoir des avis toujours, encore et toujours qui reviennent. Et comment on fait pour cibler sur Google? On peut choisir que un mot-clé comme plombier, ou est-ce qu'on peut choisir de le sponsoriser uniquement sur les gens qui vont le chercher dans ma région, dans mon département? Est-ce qu'on peut avoir cette finesse? Alors, du coup, il y a plusieurs choses. Sur Google My Business, c'est vraiment cet encart qui remonte. Et il remontera dans tous les cas. À chaque fois qu'il y aura une requête sur le mot-clé que j'ai choisi. Ça, exactement. D'accord. Après, sur le référencement en tant que tel, là, du coup, on est un peu plus précis. C'est-à-dire que sur votre site, il faut qu'il y ait effectivement ces mots-clés qui remontent à chaque fois dans tous vos contenus et dans la création de votre site. Donc, plombier, le placer dans chaque page. Exactement. Et après, il y a différentes méthodes, effectivement, d'achat de mots qui feront en sorte que vous remonterez sur l'algorithme Google. Sur ces mots-clés. Donc, on comprend l'importance aussi de la qualité du contenu sur le site. C'est très important. Est-ce que tu peux nous donner quelques trucs de pro sur justement comment on écrit pour le web? Parce qu'il y a quand on entend parler tout le temps de bien écrire pour le web, alors on se dit qu'on sait écrire, mais ça veut dire quoi? Comment on attire l'attention? Comment on se démarque? Comment on a un contenu de qualité? C'est quoi? Alors, l'écriture du web, effectivement, on peut se dire que c'est l'écriture justement du ton un peu plus proche et de la proximité. C'est-à-dire que vous allez écrire sur le web, pas comme vous allez parler à votre maman ou à vos amis, mais c'est un peu ce ton-là qu'il faut avoir pour réussir justement à créer une proximité avec votre interlocuteur. Ce qui marche bien aussi, c'est tous les articles sous forme de les 5 bonnes raisons, ou les 10 raisons essentielles de faire ça, ou les trois choses qui ressortent le plus. Parce que c'est visuel, parce que quand vous ouvrez l'article, c'est bien séquencé, bien cadencé. Du coup, effectivement, ça, c'est des articles qui se partagent assez facilement. L'idée, c'est d'avoir aussi un titre accrocheur. Alors, accrocheur, les 3 raisons. Oui, les 5 bonnes raisons. Mais il y a aussi tout ce que vous auriez voulu savoir sur, ou j'en ai pas d'autres qui me viennent forcément, mais un titre où tout de suite on se dit là j'ai envie de cliquer. Oui, c'est ça, susciter la curiosité. Susciter la curiosité. Et effectivement, susciter, la curiosité, l'envie du coup d'ouvrir la page. Et à partir du moment où vous avez la personne sur la page, après, il y a déjà une bonne partie du travail qui est fait, mais après, il faut réussir à le garder sur la page aussi. Oui. Et donc là, il faut que le contenu soit intéressant, que ça lui apprenne quelque chose et qu'il ait un intérêt, effectivement, à rester. D'accord. C'est très intéressant. Je vois juste une question de Denis. Pour une entreprise d'artisanat de l'Amérique latine, quel réseau prioriser? Elle n'a pas beaucoup de temps à y consacrer. Donc, artisanat d'Amérique latine. Donc, moi, je vois artisanat Amérique latine. Je pense du coup aux œuvres, tout l'aspect visuel, du coup, création. Donc, moi, j'irais plutôt sur Instagram, pour le coup.
parce que je pense que vous avez du coup un tas de photos très jolies et qui marcheraient très très bien dessus. En plus, Amérique latine, là je réfléchis en termes de communauté. Je pense qu'effectivement, il doit y avoir déjà plein de... Parce que pareil, sur Instagram, on marche aussi en hashtag pour retrouver du coup toutes les personnes de ces communautés-là. Donc je pense qu'en termes de fédération de communauté, Instagram, pour vous, ce serait le plus adapté. C'est quoi un hashtag? Un hashtag, c'est le fameux dièse. Vous voyez Le signe dièse, oui, le même que sur les oui, téléphones. c'est ça. Que vous mettez avant un mot et qui va du coup faire que dans votre post, ce mot ressorte et que quand les gens vont chercher hashtag Amérique latine, ils vont tomber du coup sur votre page. Ils vont vous trouver. Pareil sur Twitter. D'accord. Alors maintenant, vous verrez peut-être aussi qu'il y en a qui utilisent sur LinkedIn, en sachant que sur LinkedIn, en fait, ça marche pas. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais c'est pas grave. Je l'utilise sur LinkedIn, c'est pour ça que je rigole. Et moi aussi, hein, parce que en fait, souvent, d'ailleurs, souvent, je vais vous confier quelque chose qu'il ne faut pas faire, mais que je fais très souvent. Je duplique mes posts de Twitter à LinkedIn. Oui. Il ne faut pas trop faire ça, normalement. Il faut pas le faire. On peut. Parce que c'est une question de gestion du temps. On n'a pas le temps, donc on fait la même chose. Mais c'est vrai que du coup, je l'ai fait récemment d'ailleurs, mais ce matin, quand j'ai annoncé d'ailleurs que je faisais ce Facebook Live, oui. Quand j'ai mis le post sur LinkedIn, cette fois-ci, j'ai enlevé les hashtags. Parce que c'est pas que ça veut dire qu'on ne sait pas l'utiliser, c'est juste qu'effectivement, l'utilité sur le LinkedIn, bah, du coup, il n'y en a pas. Mais c'est bien quand même. Enfin, après, Et sur Facebook, ça sert à quelque chose, les hashtags? Donc sur Facebook, ça sert à rien, vous n'avez pas besoin de monter en compétence sur les... Twitter et Instagram. Et j'ai pas fait le test sur Pinterest, mais Pinterest aussi, du coup. Parce qu'il y en a beaucoup qui mettent les hashtags partout. Oui. Donc je pense que sur Pinterest, ça peut marcher. On n'a pas parlé de Pinterest, c'est quoi? Pinterest, du coup, ça va surtout servir pour effectivement les métiers, pareil, un peu artistiques, de déco, d'architecte, de créatrice de bijoux aussi. Tout ce qui est ameublement, etc. Parce que du coup, sur Pinterest, vous allez chercher... moi, je suis en train de refaire mon appartement. Donc, je passe ma vie sur Pinterest parce que je vais chercher des idées surtout et vous épingler, en fait. Vous allez taper, par exemple, canapé bleu dans la barre de recherche. Vous allez avoir plein de choses qui vont remonter, donc des images. Cliquez sur l'image et vous arrivez soit sur la marketplace de l'artisan, soit sur les réseaux sociaux directement des artisans. Et vous pouvez acheter du coup votre article si vous voulez pousser la réflexion. Et donc, vous épinglez cette image parce qu'elle vous plaît. Vous mettez ça dans des petits tableaux. Et du coup, demain, quand je vais vraiment choisir mon canapé bleu, je vais retourner sur mon épingle, je vais choisir celui-là que je veux vraiment. Et de Pinterest, je vais du coup acheter directement sur la plateforme. Donc, quand moi, par exemple, j'ai mon blog et que je fais des magnifiques canapés bleus, oui. Comment je me retrouve sur Pinterest? Je poste un article sur mon blog et je le partage sur Pinterest et c'est comme ça que tu le trouves? Oui, en fait, après, tu peux créer du coup sur Pinterest ta page. Oui. Pareil, du coup, ta page. Comme sur Facebook, tu as une page abonnée. Oui, tu as une page. Du coup, moi, je peux créer ma page aussi. Et effectivement, tu vas venir du coup mettre tes liens et tout ce que tu aimes bien, etc. et que tu mets à disposition. Donc, c'est comme ça aussi que déjà, quand tu vas rentrer sur Pinterest, du coup, dans ta page d'accueil, en fonction des recherches que tu commences à faire, on va te proposer des gens en fonction de tes affinités. Et du coup, ces gens, ça peut être des gens comme vous et moi, ou ça peut être effectivement des artisans professionnels. Des artisans, d'accord. Donc ça, c'est aussi un bon réseau à retenir. Donc pour Lucia, elle peut faire Pinterest, elle peut faire Facebook. Et est-ce que Google aussi, artisanat, Amérique latine, c'est intéressant ou est-ce que c'est un peu trop vague? Moi, je ferais en Instagram, Pinterest, pourquoi pas. Une page Facebook, parce que ça paye pas de mine, une page Facebook. Mais pas forcément Google. Un site internet, un blog? Oui, mais je pense que du coup, il y a peut-être déjà pour l'artisanat d'Amérique latine, ou en tout cas quelque chose qui existe peut-être à l'étranger, ou qui coûterait du coup moins cher à reproduire en français. Oui, à traduire. À traduire, et donc oui, à voir pour quelque chose comme ça, oui. Mais en priorité, si elle doit commencer, elle commencerait donc sur Instagram. Instagram. Voilà Denis, pour ta question, pour ne pas te disperser au début, commencer par Instagram. On a une question, peut-être un commentaire de JC. Bonjour JC qui était là hier ou avant-hier, je crois, sur un Facebook Live. Bonjour. Lui, par rapport aux commentaires, il expliquait effectivement la question qu'on abordait tout à l'heure sur les commentaires. Répondre de manière professionnelle. Merci de nous avoir fait part de votre expérience. Il donne un exemple. Pouvez-vous nous contacter à contact@gmail.com afin d'en savoir encore plus sur votre mécontentement. Par contre, si l'entreprise n'a pas de bons avis, les clients doutent. S'il n'y a que des bons avis, c'est ça aussi la réputation, la trop bonne réputation. Et une trop bonne réputation, merci, souvent c'est suspect, effectivement. Oui. C'est pour ça que justement les avis négatifs, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas les supprimer. Parce que
trop d'avis positifs, ça crée une unanimité qui est un peu louche en fait. C'est bizarre, ça veut dire Ouais. que tu as demandé à toutes tes copines de venir te dire que c'était super bon Bah, chez ou alors toi ou alors t'es très très bon, mais effectivement ça peut être louche. Donc c'est pour ça aussi que la petite touche de négatif est pas forcément négative en soi, parce qu'elle prouve que c'est juste vrai. Et c'est ça aussi l'intérêt de répondre. Et effectivement, le message j'y sais que tu donnes est effectivement très bon, parce qu'on est toujours justement dans cet aspect de je renoue le contact et j'emmène la personne sur une autre plateforme pour continuer la discussion. Parce que c'est ça aussi le piège par lequel pas forcément se laisser prendre, c'est que si vous répondez à un avis négatif, que la personne re-répond et que vous re-répondez, etc., 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 vous êtes en train de faire une conversation sur une page Google ou sur Facebook qui n'a pas lieu d'être ici, en fait. Même une dispute, probablement. Et peut-être une dispute. Oui. Donc l'idée aussi, c'est pas de se laisser entraîner sur ce terrain-là, justement, après que vous ayez posté votre réponse. Et effectivement, d'essayer autant que c'est possible. Et l'idée de rediriger vers la boîte mail est effectivement très bonne, parce que vous allez sortir de la plateforme pour discuter de ça ailleurs. Et c'est pas qu'on lave notre linge sale dans un autre endroit, mais c'est un peu l'idée quand même que ça se passe pas aux yeux de tous, et que du coup ça vienne pas après entacher effectivement par rebond votre réputation. Et puis la promesse aussi peut-être d'une réponse personnalisée. Oui, exactement. Et surtout de pouvoir évoquer l'affaire en détail, parce qu'on va pas donner toutes nos données personnelles sur Google quand on poste un avis. Alors on peut le faire, mais c'est vraiment pas recommandé. Donc effectivement, ça permet aussi de prendre le cas de cette personne-là vraiment de façon prioritaire et personnelle. Et JC, dans ton témoignage est vraiment très intéressant, parce que tu évoques aussi quelque chose, une réputation qu'ont les entreprises parfois qui sont présentes sur Internet, de tricher. Ouais, avec les avis. Ça, effectivement, donc une entreprise, on l'a vu, qui a une trop bonne réputation, on peut penser qu'elle triche. Mais est-ce que c'est courant, ça, que les entreprises trichent? Est-ce qu'il faut le faire un petit peu au début ou pas du tout? Bah, moi, je vous dirais de ne pas le faire du tout. Parce qu'en termes de réputation, je trouve que ça revient quand même comme un boomerang assez vite. Donc, je ne le conseillerais pas du tout. Après, c'est une pratique qui existe, on ne va pas se le cacher, qui existe de plus en plus. Parce que justement, toutes ces plateformes, TripAdvisor, etc., ont pris quand même un pouvoir au niveau des consommateurs qui est énorme. Donc forcément, on ne veut pas avoir de mauvais avis, donc on aurait tendance à publier des faux avis positifs. Mais il faut juste savoir que c'est puni par la loi aujourd'hui, et que dans la loi de 2016 sur justement la nouvelle loi informatique, du coup, c'est puni assez sévèrement. Donc moi, je serais vous, je m'y risquerais pas trop. Donc non, je le conseille pas forcément. Même au début, quand on n'a pas d'avis et qu'on a envie d'avoir des avis. Surtout au début, parce que après, l'idée c'est que les faux avis, alors le faire soi-même, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, faire contribuer tous ses amis, là, on n'est pas dans le cadre d'un faux avis. Non, c'est nos amis qui parlent de nous parce qu'ils nous aiment bien, etc. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Plus ça, du coup. Donc là, on est dans les règles, on est quelque chose de vrai, parce que vos amis auront sans doute essayé vos produits. Oui, voilà, exactement. Ils auront juste peut-être un petit biais un peu positif, mais c'est bien d'avoir un petit peu de soutien aussi. Hein. Oui, et puis surtout dans justement les avis, entre guillemets, que vous allez demander au début. On est toujours dans cette démarche de je recommande pour être recommandé, etc. C'est aussi de dire à ces personnes-là d'évoquer des expériences avec vous. Pas juste de dire « Ah, ce produit est très sympa ». C'est de dire moi, avec ce produit, j'ai fait ci ou ça, enfin quelque chose en plus. Quoi. Ah, c'est intéressant aussi dans la manière d'amener les commentaires. L'expérience, la notion d'expérience, ça c'est quelque chose qui l'expérience permet vécue, de se c'est différencier. toujours la même idée de perte de confiance. Je préfère quand c'est quelqu'un qui me parle vraiment, et qui me parle vraiment de quoi, de sa propre expérience avec l'objet, l'article, l'expérience vécue avec cet objet-là. Donc ça veut dire que vraiment les clients, c'est aussi vos partenaires de votre communication. Bien sûr. Aujourd'hui, nous, chez AXA, effectivement, nos clients sont écoutés en temps réel sur les réseaux sociaux, parce qu'on est à l'affût de tout ce qu'ils peuvent dire et toute cette richesse qu'on a justement sur ces nouvelles plateformes. Parce que certes, effectivement, on ne va pas se le cacher, on a beaucoup d'avis négatifs sur des réclamations clients, parce qu'on est une société d'assurance. Généralement, les gens ont un contact avec nous parce qu'il leur arrive quelque chose de grave. Donc, ce n'est pas un moment très positif. Mais c'est aussi des opportunités pour nous. Par exemple, sur des produits, on va avoir beaucoup de retours clients sur nos produits. Par exemple, on vient de lancer un produit auto. On va pouvoir avoir des remarques de nos clients qui sont très pertinentes. Donc aujourd'hui, il y a aussi une posture inversée des entreprises qui va être, le temps 1, c'était on a peur de tous ces nouveaux réseaux, comme les 3 quarts des gens, c'est nouveau, comment ça marche. Là, quand même, il y a beaucoup de risques à y aller. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les opportunités de tout ce que ça peut nous apporter. C'est-à-dire que ça peut aussi aider l'entrepreneur à améliorer son offre, à améliorer son service. Parce que quand vous avez des avis clients, effectivement, sur vos produits, sur vos services, sur l'expérience qu'il a vécue avec vous, vous êtes dans une démarche d'amélioration continue.
Et du coup, c'est comme si vous faisiez des focus group, le grand terme marketing où on réunit 30 personnes dans une salle pour leur faire tester des choses. Bah, en fait, il n'y a pas besoin de ça. Vous allez sur Facebook et vous avez votre étude en tant que telle qui est là. C'est très intéressant ce que tu dis parce que, imaginons dans le cas d'un restaurant, on a un restaurant avec des gens qui viennent au début, qui sont peut-être les amis, puis petit à petit, de moins en moins de personnes. On peut rester sans savoir pourquoi. Ouais. Alors que sur un de ces réseaux, on peut avoir un commentaire qui dit bon, bah, c'était bon, mais ça a été un peu long. Et ça peut être un élément d'amélioration. Oui, effectivement. Et donc, c'est vrai que là-dessus, c'est aussi un aspect, moi, que je trouve très positif parce que certes, ça peut pas faire plaisir d'avoir des avis négatifs, mais ça aide quand même à améliorer du coup l'expérience client, cette fameuse expérience client qu'on vit tous avec les marques ou avec les artisans, les prestataires de services, etc. Il est question d'expérience client justement dans le témoignage de David. David, bonjour, qui dit qu'il est bénévole de l'ADI de Lyon. Bonjour David, donc du coup tu fais partie des équipes. Il y a quelques temps, il explique qu'il est allé boire un thé chez un créateur qui venait d'ouvrir et que quand quelqu'un lui a fait remarquer qu'il servait du thé dans des tasses en plastique, il a répondu: surtout ne le mettez pas sur Facebook. Donc ça fait peur. Est-ce que c'est parce que finalement c'est un message qu'il donne dans la vraie vie, mais qui concerne les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne réaction qu'il a eue ou... Bah non, parce que du coup, sans le savoir, il va peut-être susciter ce commentaire-là en fait, parce que ça va donner l'idée à la personne en face de le dire. Et puis, il faut quand même se dire que boire du thé, effectivement, dans des tasses en plastique, c'est quand même un peu déceptif quand on est en train de le vivre. Effectivement, parce qu'il a bien conscience que le mettre sur Facebook alors qu'il vient d'ouvrir, ça va avoir un impact très, très négatif. Alors, peut-être que ce jour-là, il y avait aussi un souci particulier qui faisait qu'effectivement, il ne pouvait pas servir dans autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a une crainte globale de tous les professionnels aujourd'hui sur cette fameuse réputation parce que les consommateurs aujourd'hui font et défendent les réputations des marques, des entreprises, des entrepreneurs et que ça va très très vite. Oui. Donc effectivement, alors le dire de ne pas le mettre sur Facebook, non, c'est pas le truc à faire parce que ça donne l'idée de le faire. Ne faites pas ça. Mais effectivement, pour le coup, en fait, pour pas qu'il ait à dire ne le mettez pas sur Facebook, ne pas le faire peut-être à la base. Ou écouter comme il écouterait sur Facebook. Ses avis clients, parce que du coup, effectivement, David, vous lui avez dit. Donc après, quelle a été sa réaction quand vous lui avez dit, ça c'est autre chose, parce que pour le coup, c'est un vrai retour client. Alors peut-être que la réaction dans la vraie vie devrait être peut-être un peu à l'image de la réaction sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. On va en parler, on va essayer d'améliorer les choses. D'améliorer les choses, d'expliquer pourquoi et de dire que après, les gens, ils peuvent tout comprendre, hein, c'est juste qu'il faut juste leur expliquer. Et bien souvent, c'est ça aussi qui se passe avec les marques, c'est que les gens n'expliquent pas. Donc du coup, il y a cet aspect froid, on ne peut jamais leur parler, on ne sait pas quoi leur... Et en fait, non, c'est très simple, il faut juste expliquer et les gens, ils comprennent très bien. Après, ça peut ne pas suffire. Les cas où, effectivement, des gens, du coup, se font attaquer, et des restaurants, par exemple, parce que c'est des repreneurs qui ont repris ce restaurant, on n'avait pas envie que ce soit eux, et du coup, on a des histoires comme ça de communautés qui s'agrègent contre des gens. Mais après, ça reste quand même assez exceptionnel, mais ça peut arriver. On a une question de JC. JC qui donnait un super exemple de réponse justement à ce qu'on évoquait dans la gestion des conflits avec les clients mécontents. Il demande comment avoir une bonne sécurité pour les moyens de paiement sur son site internet. Ah oui, ça c'est un risque important. Blog et surtout sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, parce qu'on peut payer maintenant sur... Du coup, en fait, généralement, quand vous payez sur Facebook et Instagram, c'est parce que vous êtes renvoyé vers une page. Vers un site, ouais. Du coup. Après, vous pouvez payer sur Facebook quand vous achetez de la pub et que vous mettez votre carte bleue. Je pense que c'est du coup dans ce sens-là la question. De ses propres moyens de paiement quand vous achetez quelque chose. Comment alors oui, est-ce que tu peux préciser, JC, effectivement ta question? Est-ce que c'est quand toi tu payes de la pub sur ces supports ou par rapport à tes clients quand ils achètent sur ta page Facebook ou sur ton site internet? Mais en tout cas, c'est une question sur le site internet. Comment, quand on est entrepreneur et que c'est pas notre métier le net, on crée son site internet, comment on fait pour assurer à ses clients que quand ils vont venir acheter sur notre page, ils vont pas être piratés, qu'on est sérieux, que c'est sécurisé? Comment on fait? Tout ça, du coup, c'est dans votre création de site. Effectivement, vous pouvez être accompagné dans cette création de site justement sur tous ces moyens de paiement-là. Il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner parce que c'est un point essentiel. Et surtout, si un jour vous avez une faille de paiement sur votre site, pour le coup, ça, en termes de réputation, c'est très, très grave. Oui. Donc, effectivement, pas hésiter à aller chercher des conseils sur tous ces moyens-là. Comment et par qui on se fait accompagner sur ces dimensions-là?
C'est des webmasters ou les banques ont des services pour… Non, les banques ont des services aussi, mais toutes les associations qui vous aident justement à créer vos entreprises, comme l'a dit, je pense, du coup, distillent ce type de conseils. Effectivement, ne pas hésiter à les demander à ce moment-là pour tout ce type de choses-là, parce que c'est vraiment fondateur dans la création de votre site. Et ensuite, pour vos propres moyens de paiement à vous, personnellement, c'est effectivement, du coup, faire toujours attention d'être sur un site vérifié, parce que du coup, vous pouvez acheter… avec l'URL, en fait, vous pouvez vérifier que le site est bien hébergé sur un point HTTPS notamment. Oui, donc on vérifie l'adresse, l'URL c'est l'adresse. Et vérifier aussi les conditions générales du coup du site. C'est tout en bas? Ouais, c'est tout en bas et c'est les trucs qu'on ne veut jamais aller regarder parce que c'est long. Et pourquoi c'est utile d'aller vérifier ça? Et pourquoi c'est utile? Parce que vous allez trouver le SIRET, qu'avec le SIRET, vous pouvez taper sur Google, plus le SIRET et vous allez retrouver du coup l'entreprise derrière. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai une collègue à qui c'est arrivé encore il y a une semaine, elle a acheté un sac, pour ne pas le citer, Vanessa Bruno, sur un site qu'elle pensait être le site de Vanessa Bruno, et en fait pas du tout. Pas du tout? Non, c'était une copie de site et du coup c'était une arnaque. Alors comment, en tant qu'entrepreneur, on fait pour rassurer de cette sécurité? Déjà, utiliser des moyens de paiement du coup qui sont effectivement sécurisés, type carte bleue, type PayPal. L'envoi de chèque, bon, c'est quand même un peu moins fréquent. C'est vintage maintenant, mais du coup on le voit moins. Mais effectivement, c'est surtout se faire bien accompagner au départ par tous ces spécialistes, parce que c'est fondateur de votre site. C'est un des points les plus essentiels. En tout cas, apparemment, on a bien répondu à la question de JC qui a précisé qu'effectivement, c'était par rapport au client. Ouais. Donc, c'est bien ça. Donc, retenir, JC, de se faire accompagner. Je ne sais pas quelle est ton activité. La protection de leurs données bancaires. Là, effectivement, aujourd'hui, du coup, on a aussi tout un biais. Les entrepreneurs ont besoin d'être encore plus conscients de justement la gestion de ces bases de données à cause du nouveau règlement européen. Pour la fameuse RGDP. Le fameux RGPD, parce que moi j'ai l'habitude de donner l'acronyme, mais c'est quand même assez imbitable. Oui, c'est quand même très technique pour quelqu'un qui est plombier ou qui fabrique des bijoux. C'est hyper intéressant ce point-là, parce que du coup, quand vous créez votre site web, vous allez amasser, ou même sur les réseaux sociaux, vous allez amasser tout un tas de données personnelles sur vos clients. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette utilisation-là, parce que vous allez retrouver une base, etc. Vous pouvez travailler avec ça. Mais du coup, allez voir sur le site de la CNIL, justement, sur cette question du règlement européen, parce que vous aurez du coup tous les trucs et astuces essentiels à savoir justement pour bien gérer ces bases de données. Et notamment le fait que les clients aujourd'hui ont le droit de venir vous voir n'importe quel jour et de vous dire, moi je veux récupérer tout ce que vous avez sur moi en termes de données personnelles. Et aujourd'hui, ils ont le droit de le faire. Donc la CNIL, c'est tout ce qui est propriété intellectuelle? Oui, tout ce qui est du coup informatique et liberté. Et informatique et liberté. Et vous avez vraiment, c'est très bien fait, des fiches pratiques qui vous accompagnent, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, on mettra le lien à la fin. Et par rapport à la protection des données bancaires, de les rassurer dans le sens où vous avez fait appel à des professionnels pour vous faire accompagner dans la création de votre site et qu'il n'y a pas de biais derrière, quoi, que vous êtes quelqu'un de sérieux et qu'ils n'auront pas de problème à effectivement acheter sur votre… Il y a des petits labels, des choses comme ça, ça existe, ce genre de choses? Oui, vous avez du coup, il me semble que c'est plus quand vous allez sur PayPal, du coup, qui vous envoie sur une fenêtre, et là, effectivement, vous savez que vous êtes sur quelque chose de sécurisé. Et vous avez aussi sur les sites, en fait, alors ça, c'est plutôt les clients qui achètent sur les sites qui ont ça via leur banque. Vous savez, le numéro personnalisé, vous achetez quelque chose et on vous envoie un texto avec un numéro qu'on doit inscrire sur le site. Voilà, ça, c'est des choses aussi qui peuvent s'ajouter. D'accord. Là, c'est par rapport à votre carte bancaire, c'est pas par rapport à ce que peut faire le site pour vous. Et alors là, on a une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce live. Et on a une question de David, qui est: que pensez-vous des terminaux de paiement mobile proposés par des entreprises autres que les banques? Est-ce que tu as eu des retours là-dessus Terminaux de paiement mobile proposés autres que les banques. Alors déjà, il faut que j'arrive à voir du coup ce que ça peut être. Est-ce que c'est les petits terminaux, les petits boîtiers qu'on a par exemple quand on vend sur le marché et que maintenant on peut vendre, on peut payer par carte maintenant? Justement, je me suis posé la même question parce que j'ai acheté quelque chose avec ce petit boîtier justement. Et on reçoit la facture par mail après? Oui, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est la même chose. Effectivement, vous pouvez toujours tomber sur une arnaque parce que ça existe. Mais quand vous voyez le petit terminal, généralement, quand vous voyez du coup, rien que sur le visuel du terminal en question, quand vous voyez qu'il est connecté, parce que ça se voit du coup sur le petit terminal, et que tout de suite en temps réel, vous pouvez vérifier aussi que vous recevez les éléments et que il n'y a rien de bizarre, quoi. C'est vraiment à observer quand vous le faites. Moi, effectivement, j'étais pas hyper rassurée quand je l'ai fait la première fois. Oui. En fait, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que je pense que vous allez en voir de plus en plus. Mais après, généralement,
pas non plus voir des arnaques partout, mais généralement, ils sont sécurisés. Oui. Et en plus, qu'on peut acheter dans le public et donner du coup. Enfin, c'est de confiance. C'est de confiance. Donc il y a quand même un peu de confiance à avoir dans Internet. Parce que effectivement, on a vu. Oui, on a vu les aspects un peu qui font peur, un peu qui. Ouais. Non, il y a Internet, c'est juste aujourd'hui une source d'information et un canal indispensable dans la vie de tous les jours. Il y a des dangers, certes, mais il faut juste passer un peu de temps, soit à la création du site, à la création de votre site, de votre réseau social, pardon, pour justement paramétrer ces données, pour qu'après, vous soyez sécurisé dans votre usage. Donc, c'est un peu de temps au départ. Oui, c'est ça. Et effectivement, bien se renseigner. Vous avez effectivement le petit guide qui donne des infos. On le remontre, ce petit guide. Pour la page Facebook, pour la page Google. Vous avez aussi des éléments sur le site d'Axa Prévention où on a des petites fiches pratiques aussi là-dessus qui vous aident justement à appréhender tout ça de façon optimale. On a aussi créé un petit guide qui s'appelle le guide du bon sens numérique. Oui. On avait fait 2 éditions. C'est pas mal comme titre, ça dédramatise un petit peu le côté. On a l'impression que il faut être très tech pour être sur Internet. Ouais. C'est le mot à la mode, il faut être tech. Mais le bon sens, j'aime bien. Parce que finalement, en fait, il y a beaucoup de choses que vous faites avec bon sens. Juste déjà sans qu'on vous le dise. Et Internet, dans votre vie tous les jours, vous le faites très bien. Internet, c'est juste la transposition de votre vie tous les jours. Donc le bon sens que vous avez dans la vie tous les jours, moi, dans la vie tous les jours, je vais pas donner trop d'infos personnelles comme ça dans un métro, etc. Sur un réseau social, c'est pareil. Parce que ça, déjà, ça s'efface, mais ça reste. Tout ce qui se trouve sur Internet reste. Donc ça, déjà, c'est important. Et 2, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des dangers, mais il y a beaucoup d'opportunités et on ne peut plus ne pas y être. Mais vraiment, le ratio est quand même penche vers les opportunités et tout ce que ça nous apporte, versus effectivement des petits soucis que vous pouvez avoir, contre lesquels vous ne serez jamais à 100% protégé. Mais déjà, en faisant pas à pas toutes ces petites choses, ça vous permettra du coup de mieux appréhender, d'être plus confiant dans votre approche. Déjà, vous vous sentirez mieux et d'avoir quand même moins de problèmes. Moi, à titre personnel, ça fait 5 ans que j'utilise Twitter, Facebook. J'ai jamais eu de soucis non plus là-dessus. Après, j'ai pas toujours été dans le métier que je fais aujourd'hui. Je fais ça depuis 3-4 ans. Donc avant, j'étais une utilisatrice tout à fait lambda de ces réseaux. Donc, c'est pas quotidien, ça arrive. Mais, donc en tout cas, on peut peut-être retenir de cet entretien que je trouve extrêmement riche. Je te remercie beaucoup, Élodie, de toutes les informations et de tous les trucs de pro que tu nous as transmis pour se lancer. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a plein d'opportunités ensemble sur Internet, qu'il faut absolument y être. Oui. Pas à pas. Y être, après, sous la forme que vous voulez, sous la forme qui est la plus adaptée, sur laquelle aussi vous vous sentez le mieux. Parce que si Facebook, ça ne vous parle pas du tout, n'y allez pas non plus. C'est vrai que c'est bien, mais voilà, si ça ne vous parle pas, il n'y a pas non plus de sujet là-dessus. Et surtout de se dire aussi, parce que ça, c'est le gros biais qu'on peut avoir, Internet, c'est aussi le reflet de votre vie réelle. Donc, c'est pas ne pas tout miser sur de l'Internet, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, le côté numéro 1 de l'Internet, c'est aussi toute la proximité que ça vous donne avec vos clients et les échanges futurs que ça amène et les rencontres futures que ça amène, parce que c'est ça aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a encore 5-6 ans quand on était au début de la démarche. Aujourd'hui, c'est vraiment, entre guillemets, le produit d'appel pour être plus proche de vos clients, de vos futurs acheteurs et être au contact de votre communauté et ce qui fédérera cette communauté autour de vous parce que du coup, ils verront que vous vous souciez d'eux et que vous êtes à leur écoute tout simplement. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses, autant que moi. Enfin, moi, j'en ai appris aujourd'hui sur la présence sur Internet en tant qu'entrepreneur. On a essayé de donner des réponses aussi précises que possible. Donc, n'hésitez pas à partager ce live si vous pensez que ça peut aider aussi des entrepreneurs autour de vous qui se posent des questions sur leur présence sur Internet, sur comment. Retenez également surtout que vous pouvez vous faire accompagner et que vous pouvez notamment trouver tout un tas de réponses à toutes les premières questions que vous posez sur ce guide que vous pourrez trouver dans les antennes en poussant la porte d'une antenne ADI et également en allant sur le lien qu'on vous mettra sur le site,
dans la suite de cette conversation sur le site internet de l'ADI. On en parlera également aussi beaucoup à partir du mois de novembre. Et voilà, c'est un guide extrêmement complet qui a été fait avec la participation d'experts à l'ADI et d'experts chez AXA et AXA Prévention. Donc, merci beaucoup encore, Elodie, d'avoir participé à ce live. J'espère que toute cette semaine de live avec des témoins et des experts de divers horizons aura été riche pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochains lives de l'ADI. Au revoir.